Alors, bonjour à tous et à toutes, chers auditeurs, auditrices, pour ce webinaire donc, autour de notre regard, du regard de la femme dans l'IT. Donc, nous sommes ravis, le comité et moi-même, que je préside, ce comité 100% féminin, pour donc une heure de discussion autour donc, des thématiques que nous aborderons, thématiques suivantes, donc bien évidemment la blockchain, dans les armées, mais aussi la sensibilisation des plus jeunes et le leadership féminin. Donc, je vais laisser la parole au comité, donc à Soraya Benbergout, qui est Leadership and Industrial Development Project à l'ESSEC et qui suit un exécutif MBA. Alors, bonjour tout le monde. Ravi de vous avoir aujourd'hui. Excusez-moi, on a un problème de son, mais là, c'est bon. Rebonjour tout le monde. Ravi d'être avec vous pour ce webinaire. Alors, je suis Soraya Benbergout, j'ai 36 ans. J'ai principalement eu de l'expérience dans la pétrochimie durant pratiquement 7 ans. Et j'ai décidé de me reconvertir dans l'IT depuis 2018. J'ai récemment effectué une formation à Levagon, à Bordeaux, dont le directeur de formation est Bertrand Bussac, où j'ai eu la chance en fait d'acquérir des compétences dans l'IT, où je pensais que c'était impossible, étant donné le brand grind que j'avais dans les achats et dans la supply chain. Et voilà. Et là, actuellement, je suis en parallèle un executive MBA dans l'entrepreneuriat pour pouvoir en fait ouvrir mon site e-commerce dans le domaine de développement des produits dans l'ethnique. Voilà, je redonne la parole à... Merci Soraya. Alors, pour les personnes qui viennent de nous rejoindre, je précise que vous avez donc la possibilité de laisser vos questions sur le chat. Alors, au choix, soit vous avez donc en bas discussion ou Q&R. Voilà. Et on répondra bien évidemment tout au long du webinaire à vos questions et à la fin également. Alors, nous avons également avec nous Myriam Amada, dont je vais la laisser se présenter, qui est Executive Account Manager chez Yogosha et qui est adhérente également, très active au sein donc, de l'organisation du CF6. Donc, je te laisse la parole, Myriam. Merci beaucoup, Salima. Bonjour à tous. Alors, je suis actuellement account exécutif dans une société très niche du bug bounty dans la cybersécurité qui s'appelle Yogosha. Précédemment, j'ai commencé ma carrière dans la finance internationale au Canada pour avoir déménagé en France et fait une double reconversion. Je crois qu'une seule n'était pas assez. Alors, en passant du bug bounty pour atterrir dans la cybersécurité. Et me voilà totalement ravie d'être dans ce domaine et de voir justement tout ce qui pourrait être fait pour accroître la place de la femme et prendre part à cette industrie qui est vraiment avant-gardiste et en plein dans son époque. Super, Myriam, je te remercie. Donc, quel conseil en fait donnerais-tu donc aux auditrices, excusez-moi messieurs, aux auditrices qui souhaiteraient justement se reconvertir et notamment en France en rapport à ton background puisque tu es originaire du Canada. Oui. Et tu peux nous donner justement ton point de vue là-dessus, sur ces deux points. Merci. Alors, certainement, et c'est une très très bonne question parce que je crois que tous les débats sont autour de la place de la femme dans les domaines de l'IT. On va laisser tout d'abord les chiffres parler par eux-mêmes. Donc, même si la place des femmes a augmenté pendant les 6 dernières années, le chiffre demeure cependant très faible. C'est-à-dire, c'est aux alentours de moins de 25% que les femmes occupent un poste dans l'industrie des technologies de l'information. Alors, ceci peut aussi se traduire par le fait qu'il y ait une méconnaissance. Alors, on ne sait pas de quoi il s'agit. C'est un domaine qui est assez vaste. Il y a plusieurs débouchés. Et il y a aussi peut-être ce domaine de dire non, ce n'est pas pour moi, c'est pour les hommes. Alors, moi, le conseil que j'ai à donner réellement, c'est le fait d'oser, d'avoir l'audace d'avancer, d'y aller, de ne pas avoir peur de l'échec. Parce que, complètement. Exactement, celui qui a peur de l'échec échoue sans se rendre compte. De se renseigner aussi, savoir qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce qui nous attire, quels sont les domaines, les métiers qui sont disponibles. Et puis de prendre aussi contact avec des associations qui ont été justement mises en place et qui regroupent des professionnels hommes, femmes,
du domaine pour pouvoir justement faire du mentorat, donner des informations, faire de la sensibilisation et accompagner, non seulement à choisir, à intégrer, mais à continuer et à réussir. Je note je parle du CEF6, le Cercle des femmes de la cybersécurité, qui est fait à 100% de bénévoles et qui ne cherche qu'à vous accompagner, mesdames et messieurs aussi, parce que on est ouvert à tout le public dans son ensemble. Et aussi, surtout, à enlever ce mystère que c'est fait juste pour pour certains profils. C'est accessible à tout le monde. C'est aussi un domaine, la bonne nouvelle, c'est que c'est un domaine qui est en pleine expansion, comme vous le savez tous, et il y a assez de place pour tout le monde. Donc, comme c'est aussi quelque chose de nouveau, et ça, c'est mon opinion personnelle, c'est que vous pouvez non seulement l'intégrer, participer, réussir, mais il y a aussi de la place à l'innovation et à avoir le futur, en fait, et le créer. Voilà. Donc, pour résumer, c'est vraiment une question d'audace et du fait de ne pas avoir peur, encore une fois, d'échouer et d'y aller. Oui, c'est intéressant ce que tu dis, effectivement. Donc, la décision nous appartient au final. Donc, tout à fait. Pour intégrer, hein, effectivement, puisque c'est vrai qu'on avait démarré ensemble, on s'est connus lors du MCI, tout à fait. Marketing, et c'est vrai qu'on découvrait toutes les deux ce domaine-là. Et exactement. La décision, effectivement, ça commence par là. Ouais, je te rejoins complètement. Merci, Myriam. Tout ça, c'est des questions. Donc, on va poursuivre avec Sajida Zouari, qui est ingénieur donc, blockchain chez Consensus, qui est product manager chez Consensus. Je vais me présenter si tu veux. On te laisse la parole. Tu te présenteras mieux que moi. Donc bonjour à toutes et à tous, je suis très contente d'être là. Je trouve que c'est vraiment un événement intéressant tant sur le fond que sur la forme. Donc j'ai hâte de voir où est-ce que les discussions vont nous mener. Alors pour ma part, j'ai un background en ingénierie, donc j'ai été diplômée d'école d'ingé en 2014. J'ai poursuivi chez Orange Labs, donc dans le secteur des télécoms, en tant qu'ingénieur de recherche pendant 3 ans. Donc j'ai travaillé sur des systèmes complexes et notamment sur la transmission de données critiques avec des contraintes de temps de transmission, de confidentialité, d'intégrité des données, etc. Donc un fort accent sur tout ce qui est data. Ensuite, j'ai été de manière assez fortuite repérée par Consensus, qui est un des leaders blockchain au niveau mondial. Et moi, il se trouve que depuis 2015 précisément, j'avais commencé à m'intéresser à la thématique blockchain par le Bitcoin. J'ai lancé les premiers meet-up blockchain en France à Grenoble. Et ensuite, j'ai collaboré avec pas mal de personnes au niveau national sur l'organisation de hackathons, notamment avec le Blockfest, pour justement partager un peu ce qu'était la blockchain avec le plus grand nombre à une époque où c'était encore très obscur. Et j'ai l'impression que potentiellement, ça l'est encore aujourd'hui, notamment dès qu'on commence à parler des crypto-monnaies. Donc, on pourra revenir là-dessus. Et donc, je faisais ça un petit peu sur le côté en parallèle de mes travaux de recherche. Et en 2017, j'ai été repérée par Consensus. J'ai rejoint un premier projet qui s'appelle Linia, où je travaillais sur les données longitudinales. Et donc, en fait, très simplement, c'était l'idée de dire, est-ce qu'on ne pourrait pas redonner à l'utilisateur le contrôle sur ses données personnelles, surtout qu'elles soient en silo, et que là où la valeur se crée, c'est quand on arrive à les agréger entre elles et à créer en fait de nouveaux résultats. Et donc ça, aujourd'hui, c'est à la main de certains types d'acteurs. Et finalement, l'utilisateur est privé de la valeur qui est créée et exclu de la chaîne de valeur qui se met en place. Et donc, pourquoi pas utiliser la blockchain pour rectifier ça et finalement transformer le web qu'on connaît aujourd'hui en ce qu'on appelle le web 3, donc un web où l'utilisateur reprend finalement sa place et le contrôle sur ses datas. Donc voilà, donc j'ai travaillé chez Consensus pendant un certain temps. J'ai aussi lancé un projet qui s'appelle Hellhound sur ce qu'on appelle du calcul en aveugle. Donc l'idée, c'était pareil, est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser les données sensibles sans pour autant en révéler la nature? Donc un exemple parfait pour ça, c'est dans le domaine médical. J'ai un projet qui s'appelle Kidner sur la transplantation rénale. Donc, c'est un projet à impact social, mais qui utilise des technologies de blockchain et de cryptographie. Et l'idée, c'est de dire, est-ce qu'on ne pourrait pas, en utilisant des données médicales, oui, des données sensibles, finalement permettre à des personnes qui sont en attente de greffe de rein d'obtenir cette transplantation. Donc, je pourrais revenir sur le fonctionnement. Le projet s'appelle Kidner Project, je pourrais mettre le lien. Je vois les questions dans le chat en parallèle. Donc voilà, et donc l'idée c'était de dire on a aujourd'hui grâce à la cryptographie
un moyen pour utiliser des données sans les compromettre, sans les divulguer. Donc ça, il y a peu de gens qui sont au courant de ça. Et du coup, on accepte le statu quo qui est je veux un service, je veux obtenir une information, je donne mes données, voilà, sans aucun... Et j'en perds le contrôle. Voilà. Et ensuite, j'ai travaillé dans un centre de R&D qui s'appelle Nomadic Labs sur un protocole blockchain qui s'appelle Tezos, où là, je faisais partie du board et je m'occupais principalement de la stratégie autour de l'aspect communication et aussi audit pour de l'investissement en fait, dans des projets. Ce qui s'est passé ensuite avec le Covid, c'est qu'en 2020, je me suis mis totalement en freelance et je me suis focalisée en fait sur l'investissement en crypto-monnaie. Et donc, ça a donné lieu à pas mal de choses intéressantes, notamment mon projet Blockchain Mentor, qui est une plateforme éducative, et un groupe privé sur Telegram. Et c'est comme ça que j'ai rencontré d'ailleurs Salima, enfin en tout cas qu'on a commencé à discuter, qui s'appelle Crypto Coaching, où l'idée, c'est vraiment d'expliquer qu'est-ce que c'est que les crypto-monnaies, qu'est-ce que c'est que la blockchain, pourquoi c'est important aujourd'hui d'en apprendre plus sur ce sujet et surtout casser un petit peu certaines idées préconçues. Voilà, il y a beaucoup de désinformation sur le sujet actuellement. Voilà, et donc très récemment, et donc c'est pour ça que Salima a hésité sur mon rôle. En mars dernier, j'ai rejoint de nouveau Consensus et cette fois-ci en tant que product manager. Et donc, je gère le développement d'un client, donc c'est-à-dire d'un logiciel qui permet de se connecter à la blockchain Ethereum en l'occurrence. Donc, on fait vraiment du core développement sur ce réseau. Donc, c'est un petit peu, si je prends une métaphore un peu générale, c'est un peu comme le core d'Internet. Voilà. Sauf que là, on parle de réseau de blockchain. Ok, super. Merci beaucoup, Sajida. Effectivement, donc, juste pour préciser, le projet dont je fais partie également, Crypto Coaching, m'a beaucoup apporté. Donc, on en rediscutera. Et Sajida donc, pourra laisser éventuellement le lien, effectivement, parce que ce sont des séances de coaching, hein, vraiment, avec des cours, etc., sur Telegram. Et moi, ça m'a beaucoup apporté. Personnellement, moi qui démarrais en fait en crypto, je me sens vraiment presque trader, pas experte, mais voilà. Et là aussi, c'est accessible. Il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas hésiter. On n'a pas besoin d'avoir fait des études en finance ni quoi que ce soit. Il faut se lancer, il faut se fixer des objectifs. Et ça, Sajida on discute pas mal hein, sur ce groupe et nous épaule, nous aide, nous coach hein, tout simplement. Et c'est vrai que c'est assez attractif et addictif même. Alors, nous allons donc continuer avec le commandant Sylviane qui va nous parler de son parcours et qui est donc étudiante également à Télécom Paris. Je te laisse la main, Sylviane. Oui, bonjour à tous. Donc, pour ma part, je suis officier de l'armée de terre. Je suis au grade de commandant. Je sers spécifiquement donc, dans l'arme des transmissions et je suis actuellement effectivement en scolarité, donc MS Carc à Télécom Paris. Un bref descriptif. Donc, durant toute ma carrière, j'ai évolué donc, dans le domaine des réseaux et télécommunications et ce depuis plus de 20 ans maintenant. J'ai occupé tour à tour des postes d'exécutant jusqu'à des postes de concepteur d'exercice. Si vous voulez qu'on fasse un parallèle, c'est globalement le rôle d'un fournisseur d'accès pour environ 1000 hommes. Donc, et j'offrais les différents services téléphonie, mail, visioconférence, réseau de classification différents, gestion électronique de documents, etc. etc. J'ai choisi donc volontairement la voie commandement, management, sachant qu'il existe en fait 2 voies, donc une voie spécialiste. De la voie commandement management, j'ai été donc garante de la préparation opérationnelle et aussi du matériel de transmission associé, donc de mes différentes sections de déploiement, sachant que ça concernait à peu près une centaine de personnes. Donc, tant au quartier, donc pour la partie gestion administrative, suivi des potentiels humains, mais aussi en exercice ou aussi, bien évidemment, en opération extérieure. Lors de ma dernière mission, donc c'est le cadre de l'opération Daman au Liban. J'ai été responsable donc de la partie réseau et système d'information français du centre de mise en œuvre des systèmes d'information et de communication. Durant toute ma carrière, j'ai
réellement pas perçu de différence en fait de management tant envers mes supérieurs que mes subordonnés. Je dirais essentiellement que le style de commandement est très personnel, donc, et que nous avons tous en fait notre caractère propre, nos qualités, nos défauts, et qu'il faut composer avec, mais aussi avec ceux des autres, bien évidemment. Le gros avantage que j'ai eu, c'est que le monde des transmissions accueille des femmes donc depuis la Seconde Guerre mondiale. Elles s'appelaient à l'époque les merlinettes. Donc, la culture des transmissions accepte parfaitement les femmes et elles ont leur place, en fait. On vous jugera effectivement donc que sur vos performances et vos qualités, que sur votre sexe. La rémunération, à titre d'exemple, est égale donc, par rapport à la jante masculine. Donc, on n'a pas de preuve à faire à ce niveau-là. Donc, j'ai qu'une seule chose à dire. Donc, rejoignez-nous. Merci beaucoup, commandant Sylviane. Donc, si vous avez un conseil à donner justement en une phrase à ces auditrices qui nous écoutent ou à ces auditeurs. Alors, le premier conseil que je donnerais, c'est de rester vous-même, surtout, et de croire en ce que vous êtes et d'y aller. Merci beaucoup. Donc, on va poursuivre avec le commandant Guéric. Bonjour à tous, Guéric. Alors, je suis actuellement en master spécialisé Cyber 2 à Télécom Paris, et ce depuis la rentrée de septembre de l'année dernière. Je suis voué à occuper un poste dans le domaine de la cyberdéfense à l'avenir au sein de l'armée. Voilà. C'est un domaine qui est tout nouveau pour moi. Et je me suis justement posé la question de la légitimité de mon intervention lors de ce webinaire, justement. Parce que concernant les deux sujets qui sont proposés, je n'ai pas grande expérience. D'une part, parce que avant septembre de l'année dernière, je n'y connaissais pas grand-chose en informatique. Je découvre tout. J'ai fait l'école de Saint-Cyr auparavant, mais bon, j'ai un diplôme d'ingénieur en électronique, mais je n'avais fait nullement d'informatique. Et également le sujet principal qui est très intéressant, mais également inconnu, puisque j'étais, lors de ma dernière fonction, commandant de compagnie de combat en unité parachutiste, en infanterie parachutiste, et je n'avais sous mes ordres où je ne collaborais avec aucune femme. Et c'est ce depuis mes 15 ans d'expérience, puisque auparavant j'étais également chef de section en Guyane, et c'était le même cas, donc domaine tout nouveau. Donc je me suis posé la question de la légitimité de mon intervention ici, et en quoi je pouvais me donner mon point de vue. Et je ferai le parallèle avec mon expérience dans le domaine de la diversité. Nul n'est censé ignorer que dans l'armée, il y a énormément de diversité de profils. Et c'est là-dessus, effectivement, que je m'appuyais pour résoudre tous mes problèmes, que ce soit lors d'opérations aéroportées que j'ai pu effectuer au Niger ou lors d'opérations en jungle. C'est la diversité des éléments que j'avais avec moi et le fait de pouvoir compter sur eux, les solliciter, avoir créé un climat de confiance qui m'a permis d'avancer et trouver énormément de solutions. Et je pense à la découverte du monde des télécommunications qu'on pourrait faire ce rapprochement et utiliser justement les diversités de profils et de provenance. J'en fais partie puisque je suis au moins un cas atypique, je pense, au sein de Télécom Paris. Je pense qu'on peut s'appuyer sur cette diversité pour progresser sur des sujets qui sont vraiment actuels et hyper intéressants et qui nécessitent en fait la mobilisation de tous. Je pense qu'il faut créer une certaine synergie, que ce soit au sein de l'entité de base, c'est-à-dire l'entreprise, mais même au niveau plus haut. On parlait de blockchain, des armées, etc. Je pense que ce domaine, et notamment au niveau français, européen, peu importe, avancera s'il y a une synergie entre les diverses entités, que ce soit le monde civil, l'armée, etc. Et c'est la raison pour laquelle que j'interviens aujourd'hui. Et surtout,
pour désinhiber l'ensemble, parce que je m'en sors correctement lors de mon master spécialisé et je n'ai vraiment aucune expérience dans ce domaine. J'ai commencé à découvrir le langage C lors du premier confinement, les week-ends, etc. Et auparavant, je n'avais jamais entendu parler d'informatique. Et pour autant, c'est vraiment très intéressant. La progression est assez rapide et lorsqu'on est intéressé et lorsqu'on a envie, hein, on peut progresser. Voilà. Je vais terminer avec mon propos. Si vous avez des questions. Merci, commandant Guéric. Effectivement, je vous rejoins là-dessus. C'est vrai qu'il suffit, ça ne nécessite pas au final de prérequis vraiment en cybersécurité ni en informatique, puisque à Télécom Paris, effectivement, tout est pensé, tout est fait et chaque module est pensé de la sorte que nous puissions donc réussir tout en découvrant au fil du temps donc, les matières IT. Hein. Moi, par expérience, au départ, j'avais acquis les soft skills et c'est aussi pour cette raison que j'ai rejoint ce master cybersécurité, cyberdéfense à Télécom pour pouvoir acquérir donc, les hard skills. Et effectivement, tous les modules sont bien pensés et c'est possible pour tous, hein, pour toutes et tous. Merci. Alors, on va regarder les questions. Alors, Samantha, je ne sais pas si tu vois de ton côté des questions au niveau de Q et R, hein, parce que moi, je n'y ai pas accès. Alors Samantha, je ne sais pas si tu es là. Tu nous entends? Voilà. Moi, je vois une question de Frosso. Alors, tu peux la lire, s'il te plaît, parce que je n'ai pas accès. Ouais. La question, vous trouvez que les femmes dans l'IT sont traitées différemment des hommes dans une entreprise? Par Frosso. Si les hommes sont traités différemment dans l'IT ou si les femmes... En gros, est-ce que les femmes dans l'IT sont traitées différemment des hommes dans le cadre de l'entreprise? D'accord. Je vais laisser Soraya répondre à cette question. Bien sûr. Alors non, elles sont traitées en fait similairement que les hommes. Elles ont la place à part égale. Moi, ayant fait la formation à Le Wagon, j'ai vu en fait, j'ai assisté à des conférences, notamment des conférences carrières, et les femmes ont autant de leur place dans la société que les hommes dans des entreprises. Elles disposent des mêmes compétences. Et aujourd'hui, nous assistons à de plus en plus en fait d'organismes, d'associations féminines qui poussent les femmes en fait à se développer dans le domaine du digital. Il existe même des bootcamps, il existe des formations accélérées qui leur permettent d'acquérir ces compétences et de pouvoir intégrer des sociétés, notamment avec Social Builder, avec She Means Business, qui est je crois qu'en 2021, fin 2021, il y aura un bootcamp qui sera consacré aux femmes dans le domaine du digital. Franchement, les femmes, elles ont vraiment leur place dans ce domaine-là, Salima. Complètement d'accord, je te remercie. Effectivement, donc l'idée, c'est de mettre à l'aise, parce qu'on est parti d'un constat, moi-même, qu'on était encore un petit peu trop formaté, surtout par rapport à la femme qui pense qu'elle n'a pas sa place dans l'IT, mais parce qu'elle le pense. Et effectivement, à partir du moment où on a remarqué qu'on était entre filles, entre guillemets, il y avait un petit peu on était complètement plus à l'aise, hein, tout simplement, et on se disait, bon, puisqu'on est entre nous, si elle y arrive, pourquoi pas moi? Donc, d'où l'idée m'est venue de créer justement une société de conseil autour donc, de la tech et de la femme dans un premier temps, pour tout simplement qu'elle soit plus à l'aise et qu'elle se motive, hein, tout simplement, et qu'elle reste, qu'elle ne se démotive pas, justement. Et ensuite, bien évidemment, élargir, hein, puisque c'est jamais sans elle et jamais sans eux, hein, sans nos binômes hommes. Donc, voilà, c'est vrai qu'il y a pas mal de choses qui se font, il y a pas mal d'organisations autour de la femme, Jamais sans elle, le CF6 et d'autres, hein, Women First, et pour ne citer que. Mais effectivement, donc, une société ou un campus, hein, d'où donc Women Camp, donc, qui serait un campus majoritairement au départ pour les femmes. Et ensuite, on élargit, hein, bien évidemment,
Et donc, ce seraient des modules autour donc, de coaching aussi, du leadership féminin et bien sûr tous les modules autour donc, de la tech et l'IT. Voilà. Donc, on va passer à Chérif, au commandant, pardon, Chérif. Je vous laisse la parole. Il est en mute. Oui. On ne vous entend pas. Oui, il y a eu un bug, excusez-moi. Bonjour à tous. Donc, je suis Chérif. Je suis officier spécialiste, contrairement à mon camarade Guéric. Donc, moi, je suis issu du civil, en scolarité d'abord dans les universités, diplômé d'ingénieur en informatique, option système d'information. J'ai participé à divers projets de développement de SI pendant des années au service de l'armée de terre. J'ai occupé des postes de responsable de cellule, chargé de la maintenance de systèmes d'information. Je suis parti 2 fois en opération extérieure pendant 6 mois pour assister des utilisateurs sur l'usage du SI en cas de difficulté. Donc voilà, la plus-value, on va dire, en tant que civil, j'aurais pu occuper le même poste. Ensuite, la partie militaire, c'est le fait de partir principalement à l'étranger. Ensuite, en 2016, donc, j'ai participé là, c'est pour effectuer un peu une transition vers la blockchain et les armées. Donc, j'ai participé en tant que chef de projet et data architecte au développement et à la refonte d'un système d'information de la maintenance de l'armée de terre. Le SI est CIMAT, donc de ce nom, est en charge du bout en bout de toutes les étapes de la maintenance et de l'approvisionnement des rechanges jusqu'à l'acte de la maintenance. Donc, j'ai eu à diriger au sein des cellules des équipes généralement mixtes. Il est vrai que majoritairement, il y avait beaucoup d'hommes, mais l'équipe, enfin, au niveau des équipes mixtes, ça se passait très bien. Mes dernières affectations, j'ai même été dirigé par une générale. Donc, les relations avec les femmes à l'armée, je considère que la mixité est exemplaire au niveau des armées. Ensuite, donc, si je reviens à la blockchain, aujourd'hui, donc, avec la restriction budgétaire au niveau des différents ministères, hein, donc le ministère de la Défense n'est pas épargné, on est contraint on va dire, de mutualiser nos matériels. Les hélicoptères de l'armée de l'air servent à l'armée de terre, l'armement de l'armée de terre sert à la marine, etc. Et de ce fait, donc, on est obligé d'échanger justement notre matériel. Et en suivant un cours de blockchain avec mes camarades, hein, donc un cours super intéressant, on s'est rendu compte qu'il y avait une possibilité de faire un projet et de travailler justement sur la plus-value de mettre la blockchain au sein des armées. Et on s'est rendu compte que c'était assez utile, principalement pour le suivi des matériels entre les armées. Et je tiens à signaler que les échanges se font aussi avec les armées étrangères alliées. Et donc, la sécurisation des transactions permettait, avec la blockchain, permettait de sécuriser un petit peu mieux nos échanges. Sans compter les échanges entre les armées et nos industriels, notamment la livraison des rechanges par les fabricants, ça permettrait de sécuriser et de responsabiliser les industriels sur la qualité des rechanges. Exemple, en cas d'incident sur hélicoptère ou avion, principalement, c'est là où vraiment il y a un suivi très strict de la vis, on va dire. Donc, il est très important de retracer le cheminement des pièces. Enfin, donc, en cas de litige, dans ce cas, on peut revenir sur ces traces.
Qu'est-ce que je peux rajouter? Donc là, ça nous permet de ne pas naviguer en aveugle au niveau de l'historique, puisqu'aujourd'hui, de par mon expérience sur les systèmes d'information, on en détient pas mal, je veux dire, de l'historique, mais il est difficile de faire confiance, étant donné que c'est une simple log avec des nouvelles lignes. Voilà. Voilà ce que je peux dire concernant la blockchain. Et il serait intéressant, sorti de la scolarité, de relancer le sujet, de le présenter au niveau des armées et créer une dynamique par la suite. Voilà. Super. Sajida, tu souhaites intervenir puisque tu es experte en blockchain, c'est tentant. Ouais, je trouve que le cas d'usage est super intéressant. J'ai travaillé sur plusieurs projets liés à la supply chain avec la blockchain. Ce qui revient souvent, c'est ce qui a été dit, c'est-à-dire la notion de faire confiance sur notamment la chaîne bout en bout qui a été mise en place, surtout s'il y a un litige, c'est-à-dire à quel moment, quel est le maillon qui a fait que une erreur a été commise ou n'a pas été relevée. Et en fait, ça nous amène à la question de responsabilité. Donc, le fait de pouvoir tracer de bout en bout le cheminement d'un objet, dans le domaine de la pharmacie, ça peut être un médicament. Dans le domaine, il y avait des cas d'usage avec le vin, par exemple, ça peut être des bouteilles qui sont contrefaites. Enfin, ça peut être pour des items de luxe. On retrouve donc beaucoup la blockchain sur ces notions de contrefaçon et de traçabilité. Et donc, en fait, ce qui va être intéressant, c'est de dire on est capable de collaborer avec des acteurs qui n'appartiennent pas tous à la même entité, donc qui peuvent même être en compétition. Et pourtant, on arrive à collaborer parce que la blockchain nous crée un cadre où, sans se faire confiance, on travaille ensemble. Donc, on utilise un même service. Donc là, cet exemple de supply chain, je trouve, finalement, illustre bien la pertinence, en tout cas la valeur ajoutée de la blockchain. Et on peut l'élargir à plus de choses. On peut imaginer utiliser des systèmes de type blockchain. Moi, je vois ça plutôt comme des philosophies de conception, plus que comme une technologie. Donc, quand je dis blockchain, c'est vraiment une manière de construire un système. Ça peut être un système informatique, ça peut être aussi un système au niveau d'un consortium d'acteurs qui vont collaborer ensemble et qui vont du coup gérer de l'argent et prendre des décisions de manière collective. Et donc, on a besoin de tracer ça et on a besoin d'être sûr que les flux financiers liés à ces décisions correspondent à ce qui a été discuté. Donc, il y a une transparence, il n'y a pas d'effet boîte noire. Et donc, ça permet aux gens d'avoir beaucoup plus confiance dans ces acteurs-là. Et je pense que ça va devenir un facteur compétitif pour la plupart des entreprises que d'adopter ces systèmes-là, puisque avec, je dirais, le fait que le grand public va commencer de plus en plus à comprendre qu'est-ce que la blockchain, qu'est-ce que la crypto-monnaie et qu'est-ce que ça apporte par rapport au système traditionnel, et ils vont être friands de cette transparence et de ce côté interactif en fait qu'ils vont pouvoir avoir avec ces systèmes. On le voit déjà aujourd'hui avec la manière dont les boîtes et les entreprises en général communiquent auprès de leurs utilisateurs. On voit que très peu communiquent finalement sur le produit et beaucoup communiquent sur des dimensions plus sociales. Et donc en fait, la blockchain, on en parle aujourd'hui beaucoup comme une technologie, mais c'est vraiment un changement de paradigme social et économique. Et c'est en cela qu'il y a vraiment quelque chose à jouer. Donc, on pourra développer s'il y a des questions là-dessus. Mais je pense qu'on n'a pas, que la plupart des gens n'ont pas encore appréhendé en fait tout le potentiel qu'il y a derrière le concept de blockchain. Ok, merci Sajida. Justement, il y a Cyrine Chamine qui souhaite poser une question. Tu peux l'écrire sur le chat. Pour toi, Sajida. J'attends la fin de la question. En attendant, je peux vous parler peut-être de Cyrine. Je vais répondre à ta question. Juste, je partage ce lien parce que ça m'a fait penser à ça, l'intervention du commandant shérif. J'avais travaillé un petit peu de loin sur un cas d'usage avec la gendarmerie et notamment le C3N, donc sur la partie cybercriminalité, qui utilise la blockchain. Donc, c'est un exemple de cas d'usage dans ce domaine un petit peu, je dirais, intriguant, puisque la plupart des gens ne voient pas quel rapport entre gendarmerie et blockchain, ou je pense aussi entre armée de terre et blockchain. Et là, on voit qu'il y a effectivement des cas d'usage. Merci, Sajida. Alors, Cyrine.
Une question à propos de la gestion des identités en utilisant la blockchain du point de vue des traitements des données personnelles. Donc, ok. Est-ce que Ethereum... Il y a trop de suspense. Ok. Je vais répondre brièvement sur ça. On parle souvent de RGPD et blockchain. Tout ce qui est données personnelles. Alors, pour remettre le contexte, le principe de la blockchain à la base, c'est qu'une fois qu'on met une information dedans, on ne peut plus la modifier, on ne peut pas la supprimer. Donc, forcément, quand on entend tout ce qui est en train de se mettre en place autour des données personnelles, de la protection des informations des gens, du droit à l'oubli, etc., c'est évident que la première réaction, c'est de dire est-ce que c'est compatible? Est-ce que ces deux notions sont compatibles? Alors, il se trouve que oui, mais pour cela, il faut utiliser certaines astuces, notamment cryptographiques, à savoir qu'on ne va pas stocker sur la blockchain elle-même les informations sensibles, donc celles qu'on aimerait oublier, celles dont on aimerait restreindre l'accès dans un certain contexte à certains groupes de personnes ou à certaines personnes ayant un certain rôle. Donc, ces informations-là, on va les mettre à part dans une base de données traditionnelle. En revanche, ce qu'on va mettre sur la blockchain, c'est un lien déjà, un pointeur pour retrouver ces infos, mais surtout, on va mettre un hash. Donc, on va créer cette empreinte numérique, entre guillemets, du fichier, et on va mettre ça sur la blockchain. Et en fait, c'est vraiment une utilisation assez frugale de la blockchain, et c'est la meilleure manière de faire, c'est-à-dire qu'on utilise la blockchain pour ses propriétés, à savoir préserver l'intégrité des informations qui y sont stockées. Et donc, avec ce hash, on pourra plus tard vérifier que le dossier auquel on a accès, le fichier qu'on va peut-être utiliser, ça peut être un contrat, par exemple, dans le cadre d'un litige 3 ans plus tard, et bien qu'il n'a pas été édité, qu'il n'a pas été corrompu et qu'on a bien affaire à la copie originale, tout simplement en rehachant ce fichier et en comparant avec ce qui avait été mis dans la blockchain 3 ans avant. Donc voilà, voilà pour un exemple. Et du coup, oui, ça peut bien sûr s'utiliser avec Ethereum et avec tout autre type de blockchain qui fonctionne sur ce principe. Très bien. Alors, Cyrine, je ne sais pas si ça va être possible d'intervenir directement. Je pose la question. Ce que je propose, c'est que de toute façon, on est encore là, hein, je ne pars pas. Donc, Cyrine, peut-être prends le temps de synthétiser ta question et de l'envoyer en une fois. Et comme ça sera plus simple à gérer sur le chat. Et on répondra tout à l'heure. Ok, super. Alors, donc Soraya, j'ai une question pour toi. Je vais te poser tout à l'heure. Alors, quel est ton ressenti suite à ta reconversion? La première question. Alors, en fait, moi, désolée pour le double son. En fait, je suis très contente parce que je pensais que c'était un métier inaccessible dans le domaine du digital. C'est un métier que j'ambitionnais de faire depuis 5 ans. Et en faisant des salons, on m'a motivée, en fait, on m'avait dit que c'était possible. Et j'avais cette appréhension quand j'ai commencé ma formation à Le Wagon. Et en fait, j'ai vu que j'étais entourée par beaucoup de personnes qui étaient en reconversion professionnelle, des mères de famille, des pères, des jeunes qui se sont trompés quand ils ont commencé à l'université ou leurs études. Et en fait, quand on a la volonté, quand on est motivé, et il y a des formations, en fait, on peut obtenir ces compétences-là dans le digital. Pour moi, rien n'est impossible, tout est possible. Et quand on est motivé, et maintenant, il y a des formations qui s'adaptent et qui font en sorte de recevoir des personnes qui sont issues de formations différentes pour pouvoir en fait être formées dans le digital. Pour moi, ce n'est pas impossible du tout. Hein. Très bien, merci. Et est-ce que ça a été difficile pour toi au début et quelles sont les compétences acquises? Alors au début, en fait, on a cette appréhension, on voit un nouveau vocabulaire, un nouveau langage, on dit HTML, CSS, JavaScript, mais c'est un autre langage. Et en fait, quand on se met dans le bain, quand on va dedans et quand on est motivé, puis on suit les cours, ça part tout seul. Ça part tout seul. Et les formations qu'on a recommandées avec Sajida, franchement, ce sont de très, très bonnes formations dans le digital. Super, c'est très motivant. Merci beaucoup. Je t'en prie. Alors, je vais donner la parole à Monsieur Melouk. Bonjour. Vous m'entendez, Monsieur Melouk? Oui, bonjour. Je vous entends et vous? Non, ça a l'air un petit peu figé. Ah. Non, moi je vous entends très bien. Allô, Monsieur Melouk. Ah, c'est moi qui ne m'entendais pas en fait. D'accord, pardon. Moi je vous entends. Hein. Bonjour, oui. Est-ce que vous m'entendez?
Moi, en fait, maintenant, je vous entends. Effectivement, c'est moi qui avais un Ah, petit... bon, parfait. Je disais bonjour Salima, bonjour tout le monde. J'étais bien la seule, pardon. Alors, professeur hein, Melouk, on ne vous présente plus ou trop. Donc, comment allez-vous? Très bien. Ça va, merci beaucoup. Comme je vous le disais, je suis vraiment désolé, je n'ai pas pu vous rejoindre. Il me semble que c'est à 10h15, puisque j'avais un autre engagement et que je l'ai écourté d'un quart d'heure que pour vous parler et participer à cet événement. Eh ben, nous en sommes ravis. Alors, je vais vous présenter rapidement et n'hésitez pas à m'interrompre hein, ou à rectifier. Donc, vous êtes directeur Epicène IT, co-président en charge du DSAI, du pôle emploi de compétitivité internationale Deep Tech et membre senior de la Société savante internationale, IEEE. Je vous laisse vous présenter et nous parler, s'il vous plaît, de la virtualisation, de la 5G. Voilà, je vous laisse la main. Merci beaucoup Salima de me donner un peu l'occasion justement de vous présenter un peu ce que nous faisons et puis vous présenter un peu notre expérience et partager plutôt avec vous un peu une expérience, on va dire, de ces 30 dernières années. Alors, attention, je ne suis quand même pas très vieux, mais j'ai des cheveux blancs depuis mes 20 ans. Donc, du coup, alors, je rebondis un peu. Effectivement, je suis professeur d'université et accessoirement, je dirige un certain nombre de choses, entre autres, bien évidemment, en termes d'équipe de recherche, mais aussi en termes de formation. J'aurai l'occasion de rebondir sur ce qu'a dit, me semble-t-il, Soraya, par rapport justement à la place un petit peu des gens qui éventuellement se reconvertissent dans le métier du digital, qui sont, comme vous le savez, mais je pense que ça a été dit certainement par un de vos intervenants, certainement, qui aujourd'hui représente quand même un domaine extrêmement porteur et un domaine qui recrute énormément, donc le domaine de l'IT. Effectivement, Salima, une de mes casquettes, c'est de co-présider ce que vous avez appelé alors, c'est une espèce d'écosystème, d'accord, qui réunit à la fois les entreprises, donc on a à peu près 690 membres, donc ça fait beaucoup, hein, et qui rayonnent sur toute l'Île-de-France et sur l'Europe, enfin Île-de-France, France et Europe, bien évidemment, et qui tourne autour de ces problématiques, entre autres, de l'IT. Et là-dedans, je suis en charge, entre autres, de tout le domaine qui est en lien avec ce qui nous anime ici, l'intelligence artificielle et la science, c'est des données qui, comme vous le savez, est quelque chose aujourd'hui dont on parle beaucoup, sauf si, bon, bien évidemment, certains d'entre nous l'ont connu quand même dans les années 90 ou 2000, mais là, aujourd'hui, on en parle beaucoup parce qu'on arrive quand même à une certaine maturité d'un certain nombre de domaines et puis surtout en termes de domaines d'application. Alors, pour reprendre un peu votre question, Selima, c'est sur un peu ce que je vois ici, blockchain, 5G, virtualisation et autres. Bon, je pense que les différents intervenants qui sont passés avant moi, à mon avis, ils vous ont certainement expliqué un petit peu l'étendue de tout ça et puis surtout la présence, on va dire, de ces techniques. Alors, ce qui est important, moi, je dirais un seul élément du point de vue de ma casquette de pédagogue, ce qui est important, c'est que tout ça est nouveau. D'accord? Ça, c'est important. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même les gens qui peut-être ne sont pas nés dans ces milieux-là ou ne sont peut-être pas habitués à ces milieux-là parce que, vous l'avez bien compris, on le fait parfois un peu exprès en utilisant des acronymes auxquels personne ne comprend rien. Et comme ça, on reste un peu entre soi, comme on dit, hein, et que le béotien, le pauvre ou la pauvre, dès qu'elle arrive, elle se dit « Ouh là là, mais moi, j'y comprends que dalle, donc c'est pas pour moi ». Donc, je rassure un peu tout le monde, hein, ça, c'est une technique un peu, on va dire, des technologues que nous sommes, c'est d'utiliser un peu un certain nombre d'acronymes. Il faut absolument que, bien au contraire, ces acronymes-là ne vont en aucun cas faire peur aux jeunes ou moins jeunes qui veulent au contraire se lancer dans ce type de carrière, parce que tout ça est nouveau, d'accord? Tout ça, alors, même si certains d'entre nous, je dirais, connaissent l'Internet, ce n'est pas tout nouveau, connaissent effectivement cette notion de virtualisation, elle a changé simplement de nom parce qu'elle existait ailleurs, on appelait ça à l'époque les systèmes distribués, c'était à l'époque, quand j'étais un peu plus jeune, on parlait plutôt de la partie centralisée versus la partie distribuée, d'accord? Bon,
tout ça, et c'est normal, tout ça, c'est des choses qui reviennent à la mode. Alors, pourquoi reviennent-elles à la mode? Parce que justement, il y a eu des domaines d'application, il y a eu aussi des avancées technologiques qui ont fait que ces choses-là deviennent maintenant, entre guillemets, le béotien peut se les approprier et peut aussi, dedans, évoluer et faire des carrières. Donc ça, c'est très important. Donc, la 5G, la virtualisation, la blockchain, la partie chiffrement, les GAFAM, les BATX du côté asiatique, tous ces acronymes-là, tout ce monde-là, en fait, il a quoi ce monde-là? Il n'a même pas une vingtaine d'années, vous comprenez? Donc, ça veut dire que c'est quelque chose, on va dire, c'est pas comme si je vous parlais d'une équation mathématique qui a 100 ans et que bien évidemment, arriver maintenant, c'est très difficile de comprendre ou très difficile, ou alors ça nécessite un background ou un backstage, on va dire, très, 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 très riche pour pouvoir y aller. Non, non, là, on est vraiment sur des choses qui sont, moi je le dis, hein, et le professeur que je suis le dit clairement, plutôt l'académie que je suis le dit clairement, c'est à la portée de beaucoup de monde à partir du moment où il y a l'envie. Donc ça, c'est important, l'envie. Donc c'est vraiment quelque chose de très important. Et à partir, bien évidemment, aussi qu'au-delà de l'envie, il y a la volonté de le faire. D'accord? Et à partir du moment où on a ces deux aspects, il n'y a ni la problématique femme-homme, ça on l'oublie complètement. Il y a ni la problématique de l'âge, ça on l'oublie complètement. Il n'y a ni la problématique, mais je suis issu d'un milieu qui fasse que… non, non, ça on l'oublie complètement. Bien au contraire, ce sont des domaines dans lesquels chacun d'entre nous peut assez vite évoluer et surtout dépendamment, entre guillemets, de sa motivation et du temps qu'il a à mettre là-dedans. Donc voilà, Soria tout à l'heure parlait de, alors je ne sais pas si c'était le bon contexte, mais elle a parlé effectivement de l'arrivée dans ces domaines-là et puis à un moment donné la reconversion de métier et autres. Je pense que beaucoup d'entre vous ici ont compris que ce n'est pas du tout des domaines qui sont réservés ni à des hommes ni à des femmes, vous l'aurez compris. C'est bien au contraire des domaines dans lesquels c'est ouvert à tout le monde, mais encore une fois, il faut juste avoir un peu l'envie, la motivation et l'esprit logique qui accompagne cela. Alors, oui, vous avez totalement raison, c'est un domaine qui est ouvert à tout le monde. Tout le monde est capable de rentrer dans le digital, tout le monde est capable en fait d'être un développeur web full stack ou un product owner. Enfin, c'est un métier qui est ouvert à tout public. Alors, bien évidemment, après, ce qui importe énormément, je rebondis sur ce qui a été dit, ce qui importe énormément après, c'est qu'aujourd'hui, on n'est plus dans une espèce de sectorisation des métiers. Voyons. Donc là, c'est terminé, ça. C'était à une époque, d'accord? Là, ce n'est plus le cas. Et c'est vrai que si demain, on a envie de faire une carrière dans l'IT, quelque chose qui est extrêmement important, et ça, je pense que je pars sous le contrôle de vous toutes et vous tous, quelque chose qui est extrêmement important, c'est le recul et c'est ce que j'appelle, moi, l'adaptabilité de l'individu. Ça, c'est important. C'est-à-dire que si dans un monde comme celui-ci, où il y a forcément encore des barrières, mais bien évidemment, je ne suis pas du tout là pour minimiser ces barrières-là, parce que vous avez encore… certainement, vous avez encore un peu cette barrière homme-femme, cette barrière, oui, mais attendez, c'est un métier qui est plutôt fait pour les hommes, c'est un métier qui n'a pas… Enfin, il y a forcément, à un moment donné, ça qui revient, et puis il n'y a pas que la barrière, on va dire ça comme ça, de l'homme et de la femme, j'ai envie de dire du genre, mais il y a aussi la barrière, certainement, du milieu dans lequel vous êtes, il y a aussi plein de choses qui arrivent à ce niveau-là. Mais sincèrement, la seule chose, à la limite, qui, moi, constitue une barrière, c'est l'adaptabilité de la personne. Il faut que la personne qui se lance là-dedans, il faut qu'elle n'ait pas peur de passer du temps, voilà, de travailler. Ça c'est important de le savoir. Hein. N'ait pas peur de travailler. Et puis surtout, il faut qu'elle ait un profil qui puisse s'adapter au fur et à mesure de l'évolution de ces technos. Pourquoi? Parce que ces technos, là, vous citez aujourd'hui la virtualisation. Je peux vous en parler sur la virtualisation. Vous citez aujourd'hui la 5G. Je peux vous en parler sur la 5G et ce qu'elle apporte aussi. On peut parler du chiffrement. On peut parler effectivement de… Tout à l'heure, j'entendais, je pense, Sajida, c'est ça, parler un peu de blockchain, de choses comme ça, de bases de données, comment les bases de données peuvent être liées entre elles pour constituer justement quelque chose de sécurisé. La question, elle est vraiment…
aujourd'hui, le profil IT, homme, femme, peu importe, la notion principale, c'est l'envie de savoir, l'envie d'évoluer. Il faut il faut pas rester sur comment dire, fermé sur soi-même. Ça marchera pas. Parce qu'encore une fois, ces technos évoluent vite, et heureusement, et ces technos concernent tout le monde, et heureusement. C'est-à-dire qu'on n'est plus maintenant, on va dire, les frontières sont levées. Pour certains, dans leur tête, ce n'est pas encore le cas, mais malheureusement, ils ont complètement perdu la bataille. Ils sont levés, il n'y a plus de frontières. Le monde entier, malheureusement, heureusement, ça dépend sur quand on se place, c'est un petit village. Et les gens sont aussi mobiles. Et ça aussi, c'est important. Sont aussi mobiles. Donc, ça veut dire que quand on a une certaine compétence et qu'on a envie d'évoluer là-dedans, eh ben, il y a de belles carrières qui peuvent se faire, de très, très belles carrières qui peuvent se faire à la fois nationalement et internationalement. Super, mais merci beaucoup. Malheureusement, le temps tourne, l'heure tourne. Donc, on a une petite question et ensuite, on va passer à Laetitia pour la partie sensibilisation des plus jeunes. Donc, on a deux questions à vrai dire. Si vous souhaitez y répondre, avec plaisir. Bonjour tout le monde. Est-ce que la formation donc, CISSP est primordiale pour commencer à être légitime dans le monde de la cybersécurité? Voilà une question de Céloa. Elle m'indique. Monsieur Melouk, vous souhaitez y répondre? Alors, oui, si vous voulez, bien, c'est peut-être d'autres intervenants qui souhaiteraient je dirais, apporter des éclairages là-dessus. Pas de souci. Moi, je parle d'un principe qui est très simple, hein, ce que je vous disais tout à l'heure. Moi, je suis pas trop dans le formatage. Je prends par exemple le cas de l'école d'ingénieurs et du département de la filière ingénieur que je dirige, dans laquelle j'ai plus de femmes que d'hommes, dans un domaine extrêmement orienté vers l'IT. Et ça, c'est une belle. Nous, on s'en réjouit tous les jours. La problématique, elle est plus par rapport un peu à ce que la personne, oui ou non, est capable, encore une fois, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, d'apprendre et d'évoluer vers quelque chose qu'elle ne connaît pas. C'est-à-dire qu'on peut partir from the scratch, comme on dit, hein, d'accord, et à partir de là, avec de la motivation et du travail, on arrive aujourd'hui, encore une fois, vous le savez, vous n'avez pas besoin d'avoir un diplôme universitaire aujourd'hui. Il suffit d'avoir une certification professionnelle et ça vous ouvre aussi un certain nombre de portes. Et ça, c'est important. C'est très important. Donc là, pour répondre à ces lois, vous diriez non, ce n'est pas primordial? Non, moi, je dirais oui. Oui, ok. Super. Alors, par contre, je compléterai par rapport à cette formation pour avoir suivi un module. À ce sujet, effectivement, il faut déjà avoir travaillé. C'est ce qui est primordial pour pouvoir donc, comprendre vraiment cette formation et qu'elle soit efficace. Comprendre vraiment, enfin, avoir déjà une première expérience professionnelle en entreprise, comprendre l'écosystème. Alors, on a une autre question. Vous savez, aujourd'hui, Selima, je vous donne un autre contre-exemple. On a lancé dernièrement un diplôme d'université. Alors, je ne sais pas si les gens connaissent ce que c'est qu'un DU. Donc, c'est un diplôme qui est fourni par l'université sur à peu près 6 mois et qui tourne autour de l'IA. Parce que ça, c'est quelque chose qui intéresse beaucoup de monde. Et bien, vous savez que les gens qui viennent dans ce diplôme-là ne sont pas forcément des gens qui ont un esprit de logique ou qui ont déjà fait… Non. C'est des juristes qui, à un moment donné ou à un autre, peuvent se poser la question, mais tiens, on a envie de se reconvertir dans ce métier. Vous voyez, encore une fois, moi, je pars vraiment d'un principe qui est extrêmement important, qui est celui de l'envie personnelle et du temps qu'on veut y consacrer pour pouvoir aboutir et atteindre ses objectifs. Ça, c'est important. La motivation personnelle est extrêmement importante à mes yeux. Tout à fait. Merci de le rappeler. Alors, nous allons terminer ce webinaire avec Laetitia Soyer. Laetitia Soyer, je te laisse te présenter et présenter donc, la partie sensibilisation des plus jeunes. D'accord, des plus jeunes et puis de tout le monde en fait, parce que j'en fais aussi dans l'entreprise et puis dans mon entourage. Merci de m'accueillir. Alors, moi, je suis un peu un des modèles que vous pouvez citer de ténacité et d'apprentissage. Donc, vous allez le comprendre par rapport à mon parcours. J'ai un peu touché à de la blockchain parce qu'avec les sujets de cybersécurité, il faut forcément s'y intéresser pour voir de quoi il retourne.
Donc, moi, en fait, je suis chef de projet en cybersécurité depuis pas mal de temps, depuis 17 ans. Et aujourd'hui, je travaille sur les plans de continuité d'activité qui touchent au-delà de la cybersécurité, c'est-à-dire toutes les sécurités. C'est-à-dire que ce soit humaine, logistique comme les immeubles, les bâtiments, tout ce qui est sanitaire comme notre crise Covid et aussi les attaques cyber et informatiques qui touchent à la fois les individus sur leurs données personnelles, par exemple, aussi les systèmes dans les entreprises. Donc, je travaille dans le secteur de la banque et de l'assurance. J'ai aussi un pendant fort de la sécurité et de la protection parce que je fais aussi de la plongée sous-marine. Et je pense que j'ai cette trame qui me reste entre l'humain et la protection qui court tout au long de ma vie. Alors moi, j'ai démarré avec dans l'entreprise avec un bac plus 3 en biochimie et je me suis reconvertie donc en informatique parce que quand je suis sortie, il n'y avait pas de poste et puis que j'avais toujours eu en option de l'informatique, un peu de programmation. Et donc, du coup, j'ai commencé avec des métiers de support client, donc très orienté client. Et puis ensuite, j'ai basculé très vite vers de la gestion des accès, en fait, tout ce qui est habilitation, les droits d'accès aux applications. Donc, encore un panel un peu différent de ce que vous avez entendu jusqu'ici. Et ben, à l'époque, il n'y avait rien de créé, il fallait tout mettre en place. Donc, comme disaient toutes les personnes, il faut avoir envie d'apprendre parce que les technologies changent tout le temps. Et, donc, et aussi être quelque part, ça c'est ma trame, être créatif parce que les règles, quand elles n'existent pas, il faut les inventer pour que ça matche, qu'on puisse analyser nos données si on en a besoin. Donc moi, après avoir fait ces créations de règles, je me suis dit, je vais les auditer. Parce que il suffit pas qu'il existe des règles, mais il faut aussi les contrôler. Hein. La confiance n'exclut pas le contrôle, comme on dit très bien chez nous. Et puis, après, je suis quelqu'un qui m'ennuie assez rapidement. Et donc, c'est pour ça que j'adore tout le temps apprendre. Et je pense que j'ai voulu m'attaquer à un peu plus gros, donc à des sujets de big data, en fait, de données de sécurité. Donc, on appelle des SOC, ça s'appelle des centres d'opération de sécurité, qui permet, en fait, de détecter, en gros, les intrus dans les entreprises ou des intrus qui essaient de bloquer des comptes, qui attaquent nos clients ou des choses comme ça. Donc, moi, j'appelle ça quelque part un big data parce qu'en fait, même si ce sont des données de sécurité qui sont protégées, qui sont très surveillées, ça reste des flux de données. Donc, il y a beaucoup d'intelligence artificielle, finalement, là derrière, qui est en train d'arriver aujourd'hui. Et bon, il faut apprendre les choses. Et aujourd'hui, maintenant, là, je suis plutôt sur des domaines beaucoup de gouvernance où, en fait, j'anime des filières. Et voilà. Donc, super, merci Laetitia. Est-ce que tu as quelque chose en particulier à rajouter concernant ou des conseils à donner, puisqu'il y a aussi des parents qui sont spectateurs, auditeurs. Est-ce que tu aurais un conseil pour les plus jeunes en cybersécurité, bien sûr? Excuse-moi Laetitia, tu es en mute. On va la reprendre sans casque. C'est bon? Oui, c'est bon. Maintenant, je ne vous entends plus. Oui. Ouais, c'est bon. Oui, en fait, il y a un sujet qui me tient à cœur que je voudrais partager avec vous. C'est, en effet, je suis persuadée que la sécurité, on en a tous besoin.
et que en fait, ça passe en effet par la diversité en fait, de l'apprentissage et des plus jeunes aux plus anciens jusqu'à 99 ans. Hein. Il n'y a pas de règle. Et au sein du CEF6, en effet, j'œuvre pour sensibiliser les plus jeunes dès le primaire, de 5 ans à 15 ans. Et je suis la preuve, puisque je suis avec vous aussi là pour des personnes de l'université où je trouve important en fait de montrer que pour faire de la sécurité, voilà, on a besoin de diversité, on a besoin d'ouverture et je dirais aussi de ténacité. Alors, j'avais préparé un petit, mais j'ai perdu la connexion. Je voulais vous faire une petite sensibilisation flash, mais je vais rejoindre la vidéo. C'est bon, tu me donnes la main. C'est bon. Oui, donc ma petite sensibilisation flash, ça s'affiche là? Attends, je vais juste départager mon écran et te laisser. Ouais. J'ai partagé le mien. Est-ce que c'est bon? Je n'entends pas. Non, toujours pas. On ne voit pas ton écran. Ah bon? Tu peux partager l'écran, l'onglet? Je l'ai fait. Ok, super. Et alors, diffusion d'écran. Ok. Sélectionne. C'est bon là? C'est bon? Pas encore, on va attendre un peu. Ouais, attendez, je l'ai perdu, je pense. Hop. J'ai l'écran, tu choisis soit desktop ou. Non, mais en fait, je me fais éjecter chaque fois. Pardon. Sinon, je pense que tu as la possibilité d'uploader. Je ne suis pas sûre. On va regarder. C'est une question de Céloa pour Nassira. Bon, après, ce n'est pas grave. En fait, c'est que je voulais vous dire, et je vous enverrai la petite affichette en question, c'est que lorsque vous envoyez des CV, en fait, surtout sur les réseaux sociaux, j'ai une petite sensibilisation à vous faire. Alors, autant aux garçons qu'aux filles, évitez en effet de mettre de manière publique vos emails, téléphones, adresses postales, etc. Hein, masquez-les. Et puis après, si finalement les choses se font réellement avec un entretien, vous pourrez toujours envoyer a posteriori les informations complémentaires. Mais c'est une tendance qu'on a vue récente qui se fait de plus en plus sur tous le réseau social LinkedIn. Et voilà, on voulait un petit peu avertir au sein du CEF6 les jeunes qui cherchent du travail ou des stages, surtout les stages, les alternances. On voit beaucoup ça et les personnes se font embêter en fait. Ils se font contacter en message privé, ce ne sont pas des vrais recruteurs. C'est un peu du faux. Donc, on a dû voir les mêmes choses passer sur LinkedIn, les jeunes filles qui se plaignaient donc d'avoir été harcelées moralement sur LinkedIn. Donc, c'était des faux, c'était pas des employeurs, tout simplement. Donc, à faire attention, à mettre, soit il y a la possibilité de fabriquer une adresse mail, une fausse adresse mail, oui. Et surtout, ne pas mettre des coordonnées, des données sensibles, ne serait-ce que votre numéro de téléphone. Il y a d'autres. On est déjà obligé de mettre notre nom, prénom, on va dire, pour rendre légitimes les choses. Mais bon, au-delà de ça, ce n'est pas la peine d'afficher le reste. Et comme vous dites, on peut créer des adresses email fictives qui durent le temps de la recherche, par exemple. Exactement. Et surtout aussi, il y a eu des plaintes, notamment sur Zoom ou webcam, ne pas hésiter à ne surtout pas mettre sa webcam, ce genre de choses, quoi. Parce que c'est vrai qu'il y a eu quand même quelques petits dégâts sur LinkedIn et beaucoup de plaintes des jeunes femmes, malheureusement. Donc, de toute façon, si vous allez sur le site du CEF6, vous retrouverez les affichettes. Et puis, on a aussi une chaîne YouTube qui est faite pour
tous les jeunes, en fait, qu'on appelle Shield for Cyber, donc pour le bouclier pour la cyber. Shield for Cyber, avec le chiffre 4. Et sinon, tu peux le mettre sur le chat, hein, Laetitia. Ouais, je vais le mettre. Comme ça. Alors, je vais juste répondre à une dernière question. Enfin, regardez s'il y a une dernière question ou deux, parce que là, on a un petit peu dépassé le timing. Et je vais vous laisser, Salima. Très bien. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci à toi et merci pour l'organisation. Bonne soirée. Bonne soirée, à bientôt. Alors, ok, donc on a fait le tour. Eh bien, je vous remercie tous et toutes de votre participation. Donc, c'était mon premier webinaire. Soyez indulgents. Et c'était un plaisir, donc c'est très intéressant. Merci beaucoup. Et à bientôt. Merci. Merci. Au revoir. À bientôt et bon courage. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir.